épisode vous est présenté par Montreal Headshot. Montreal Headshot, c'est plus que de la photo corporative. C'est le service tout en un du photographe montréalais Mike Euclide, qui aime ce qu'il fait et qui aime ça encore plus quand ses clients sont satisfaits. Derrière sa lentille et avec des partenaires professionnels, Mike fait tout pour capter votre plus beau regard. Au préalable, il offre une consultation gratuite pour identifier vos besoins. S'il le faut, il vous donne accès à des services de maquillage, de stylisme et de coiffure. Il fait la séance photo en studio ou à votre lieu de travail et il s'occupe des retouches. Alors, que ce soit pour vos portraits ou pour vos événements, rehaussez votre image corporative avec Montreal Headshot. Pour un aperçu de ce que Mike fait, pour voir les témoignages de clients satisfaits ou pour réserver votre consultation gratuite, visitez le www.montrealheadshot.com. C'est MONTREALHEADSHOT.com ou encore appelez Mike au 514-927-8345. Vous pouvez aussi suivre Montreal Headshot sur Instagram et sur LinkedIn à Mike Euclide Photo. Je vous regarde, monsieur, vous allez payer. Un homme noir qui s'implique est suspect. Les papas ne connaissent pas leurs droits. Dans nos 2 derniers épisodes, on a rencontré plusieurs papas qui parlaient de leurs expériences, de leurs inspirations, des valeurs qu'ils veulent inculquer, etc. Un des papas qu'on a rencontré, c'est Jean-Philippe, un gars de Montréal dans la quarantaine, qui a une fille adulte et un garçon adolescent. En nous parlant de son expérience, Jean-Philippe nous a raconté tout ce qu'il a dû traverser pour conserver la garde de ses enfants. No joke, son histoire m'a vraiment marqué. Puis je pense qu'elle mérite d'être entendue parce qu'elle parle de difficultés que d'autres hommes vivent, mais en silence. Elle parle de ce qui peut arriver à ces hommes-là, des ressources qui existent pour eux, de l'importance de se mettre dans la peau des autres avant de les juger. Puis en parlant à des gens qui interviennent auprès des personnes racisées, je me suis rendu compte que l'histoire de Jean touche aussi à des façons de parler et de penser qui sont répandues dans les communautés afro-caribéennes et qui serait peut-être temps de remettre en question. Alors, sans plus attendre, voici l'histoire que Jean-Philippe a partagée avec nous, suivie de l'éclairage de 2 intervenants. Il y a une 12aine d'années, Jean-Philippe se sépare de sa femme, avec qui il a un petit garçon. Il est aussi papa d'une fille préadolescente qu'il a eue d'une précédente relation. Au début, son ex-femme et lui ne s'entendent pas vraiment sur le plan de garde de leur fils, mais après quelques démarches judiciaires, tout rentre dans l'ordre. Par contre, avec la mère de sa fille, c'est une autre histoire. Tout va s'envenimer quand elle va rentrer au secondaire. Mais lorsque c'est rendu, c'est que je me suis fait poursuivre en cours. Elle exigeait que je paye l'école. Elle voulait que l'enfant aille à l'école secondaire au privé. J'ai pas refusé. J'ai fait les démarches et tout. Elle est inscrite au privé. Sauf que ce qu'il y avait derrière ça, c'est qu'elle voulait pas me dire que c'était à moi de payer l'école privée. Qu'elle ne voulait pas payer, donc c'était à moi de prendre la pleine charge de l'école privée. Donc, ça a créé un conflit. J'ai dit, mais on aurait pu en discuter. Donc, elle en a profité tout simplement pour me dire si je ne payais pas l'école privée, qu'elle me poursuive. Non, elle ne m'a pas demandé. J'ai reçu une requête de cours disant que je ne m'étais jamais occupé de l'enfant et puis qu'elle me réclamait 50 000 $ pension arriérage et ainsi de suite. Pendant ce temps-là, j'étais seul. J'avais aussi mon fils. Donc là, écoute, ça marche pas. Écoute. Cette requête de la cour, c'est le début d'une longue bataille coûteuse pour Jean-Philippe. La bataille va lui coûter cher financièrement, émotionnellement et même sur le plan de sa relation avec sa fille. Fait que là, commence la galère avec les avocats, engager les avocats, par-ci par-là. Mais lorsque ça a commencé à dégénérer, c'est lorsque j'ai commencé à avoir des problèmes avec ma fille. En cours, je gagnais de ma cause, mais là, on a commencé à avoir de l'aliénation parentale. Donc là, je commençais à sortir de les choses qui arrivaient que je ne comprenais pas me frappaient. À ce moment-là, j'étais dépourvu,
Je savais pas comment réagir à cette situation-là. Je voyais ma fille partir. Je comprenais pas le système de justice non plus. C'est là qu'on comprend pas. Les choses arrivent, mais on peut pas se défendre vraiment. Tu comprends? Donc, tu payes un avocat, on te dit non, monsieur, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez rien faire. Dans le fond, vous voyez la situation arriver. Comme l'aliénation parentale, c'est un sujet, à ce moment-là, que je ne connaissais pas. Je ne comprenais pas. Donc, il a fallu que je cherche de l'aide. Il a fallu que je cherche à comprendre parce que le système de justice ne t'aide pas. Tout simplement, il ne fallait pas en parler. Lorsqu'on abordait ce sujet avec l'avocat, il disait non, il ne faut pas parler de ça, sinon ça peut se tourner contre vous. C'était la seule chose qu'il vous disait parce qu'il ne voulait pas se lancer là-dedans. Mais dans la réalité, ça arrivait, mais on ne pouvait pas mettre de mots dessus. L'aliénation parentale, c'est quoi? Mais dans le fond, c'est quand un des parents influence l'esprit de l'enfant pour le pousser à rejeter l'autre parent sans une bonne raison ou encore force l'enfant à perdre toute affection pour l'autre parent. Dans le cas de Jean-Philippe, lui, ce qu'il constatait, c'était que sa fille était vraiment plus froide avec lui, plus distante, plus hostile. À un moment donné, c'est assez encore aussi fou. Je m'en vais chercher ma fille. Il a fallu que j'attende je sais pas combien de temps. J'ai une ordonnance de cours, là. J'ai mes papiers de cours, là. J'ai gagné ma cause en cours. La cour m'a accordé la garde partagée, que j'avais déjà d'ailleurs. Parce que l'enfant n'était jamais dans une situation où elle avait des limites pour aller soit chez un parent ou chez l'autre. Donc, maintenant, je m'en vais chercher ma fille, j'envoie un message à sa mère, je vais revenir à telle heure. Elle ne me répond pas. J'appelle ma fille, écoute ma grande, je viens te chercher à telle heure. Elle ne répond pas. Finalement, regarde, je me déplace, j'ai pas le choix, parce que si je me déplace pas pour y aller, ben ils vont dire que je n'étais pas venu. Écoute, ça a été du n'importe quoi. Du n'importe quoi, là. Fait que finalement, je vais la chercher. Et une fois, j'avais ma fille, je la viens la chercher, finalement, elle embarque dans l'auto. Je dis, ah non, je vais pas venir chez toi. Je dis, écoute, ma grande, pour l'instant, là, on va faire ça comme ça, OK? On va respecter l'ordre. Une ordonnance de cours, ta mère puis moi. On va essayer de le respecter. Puis ensuite, s'il y a des choses à ajuster, on l'ajustera. Je suis en train de rouler sur Maurice-Duplessis. La fille me dit, non, je ne vais pas aller chez toi. Là, j'arrête à la lumière, elle débarque de l'auto. Ma fille a 13-14 ans, là. Elle débarque de l'auto. Je suis comme, what the... Il faut que tu restes calme. La fille, elle appelle la police. Ma propre fille, là, elle appelle la police. Puis elle appelle son oncle, le frère de sa mère, pour venir la chercher. Parce qu'elle ne veut pas aller chez moi. Écoute, qu'est-ce que j'ai fait à l'enfant? Absolument rien. Tu comprends? Fait que c'est toutes des situations, t'es comme, tu fais quoi? Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, Jean-Philippe, c'est le papa qui, année après année, amenait sa fille à ses cours et à ses compétitions de patin quand elle était petite. C'était le papa qui restait dans les gradins pendant les pratiques, qui achetait les patins à 800 $, les costumes, etc. Et là, les choses aujourd'hui vont tellement mal avec cette même enfant-là qu'il est obligé de la regarder être convoquée par la juge dans le conflit qui l'oppose avec sa mère. Lorsque je suis arrivé en cours, la première fois, la mère a été pratiquement obligée de dire « Ouais, mais c'est un bon père, et tout, et tout, et tout. » Sauf que je ne vais pas lui donner la garde. On a dû aller faire une analyse psychosociale. Lorsqu'elle a vu que la juge allait rendre la juge a écouté, puis elle a dit « Écoutez, j'ai entendu les deux parties. » Puis elle a fait de la remarque à la mère, mais qu'est-ce que vous reprochez au père? Vous dites vous-même que c'est un bon père, c'est toujours occupé de l'enfant. Et là, vous voulez quand même l'empêcher de voir l'enfant. Là, ils disent non, c'est l'enfant qui ne veut pas. Donc, ils ont dit, imagine, moi je suis à la cour, là, je viens de payer un avocat toute une journée de cours. Il est rendu 2 heures l'après-midi, la juge a écouté tout le monde. Et là, on dit, oh non, madame la juge, c'est l'enfant veut vous parler. Fait que mon enfant était à l'école Saint-Jean-Vianney. Fait qu'il a fallu aller chercher l'enfant. Fait que faites une pause.
là, ils ont insisté pour que la juge écoute l'enfant. Fait que tout ça pour essayer de dire que l'enfant ne veut plus aller chez son père. Tu imagines? T'as ton propre enfant, là, ce que t'aimes, là, puis que tu veux son bien-être, là, puis tout ce que tu veux, là, c'est que ton enfant participe à une gamique pour que cet enfant-là repousse son père. Fait qu'ils ont dû aller chercher l'enfant à l'école, dans le fin fond de Rivière-des-Prairies, l'amener au centre-ville. Pendant ce temps-là, on est là, on attend. Pour que l'enfant, à huis clos, parce qu'on n'avait même pas le droit d'être dans... Pour que l'enfant vienne pleurer devant la juge pour dire ce que sa mère voulait qu'elle dise à la cour. Fait imagine tout ça, tu vis ça en quoi? Imagine, dans le quotidien, tu dois vivre ça. Ton enfant vient chez toi, commence à te donner de l'attitude. La seule autre parent avec qui tu dois régler ça, c'est l'autre. C'est sa mère. Mais tu sais déjà que c'est cette personne-là qui crée ce chaos avec un enfant qui a à peine 13 ans. Fait que, toi là, tu essaies de rester calme. Toi là, t'es un noir. Ça prend pas grand-chose. On appelle la police, puis monsieur, si ça, puis t'as un dossier. Fait qu'il faut que tu restes calme. Il faut que tu gères toutes les situations avec calme. On te fait ci. Ouais. Tu dois l'absorber. Jusqu'à ce que ma fille ne vienne plus chez moi. Avec tout ce qui se passe en cours et dans sa vie, Jean-Philippe il se sent vraiment déboussolé et à bout de ressources. J'avais beaucoup de difficultés. Il y avait de la colère. Puis en même temps, il fallait continuer le quotidien. Je veux dire, t'as quand même 2 enfants. Il faut quand même continuer à faire comme si de rien n'était, à être le papa, à être fort, de continuer à les amener dans leur activité, te battre de chaque côté pour, je vous dirais, juste voir ses enfants. Juste garder une connexion, une vie avec ses enfants. Il fallait pratiquement marcher sur des œufs tout le temps. Donc, à un moment donné, ce qui arrive dans la vie en tant que père, ce que j'ai compris, c'est que c'est difficile de s'exprimer. Tu n'avais pas le temps de te plaindre, tu ne peux pas appeler les gens puis commencer à te plaindre. Il y avait une sorte Quand tu perds le contrôle, c'est un peu difficile parce que tu ne veux pas mal paraître. Tu ne veux pas être paraître pour quelqu'un de faible. Tu ne veux pas être paraître pour quelqu'un qui se plaint. Mais en même temps, tu dois quand même continuer à subir l'injustice parce qu'on va juste te dire « Ah, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. » Mais pendant ce temps-là, on te dit que tu dois t'occuper de tes enfants. Puis quand c'est quelque chose de primordial, tu veux t'occuper de tes enfants. Mais perdre le contrôle, ça, c'est quelque chose qui est pratiquement inacceptable. Pour ce papa, ce qui est clair, c'est qu'il vit une injustice. Il commence à chercher des ressources qui vont l'aider à combattre ce qu'il vit. En contactant divers organismes, il finit par tomber sur Repère. C'est un organisme dans Ahuntsic. Ça va devenir son phare dans la tempête. Fait que j'ai rencontré un travailleur social. Dans le fond, le gros, c'est qu'il m'a écouté. Il m'a écouté, fait que j'ai compris que j'étais pas seul dans cette situation. Puis ça m'a permis de... à chaque rencontre, je parlais, je me vidais le sac, comme on dit. Mais j'ai participé à des ateliers. Fait que je pense que le premier atelier, c'était un souper spaghetti. Donc, c'était moi, puis j'avais les enfants avec moi. Puis ça a juste permis de valoriser le rôle de père. Juste cette activité-là, juste d'être avec d'autres pères, puis juste d'être là, puis de comprendre que c'est comme, écoute, c'est des situations que tout le monde vit, puis c'est comme, ça stabilise un peu la situation, mentalement. De ne pas être perdu, de ne pas se sentir seul, qui vit ça, parce que c'est beaucoup une frustration, tu comprends? C'est parce que par la suite, ça m'a permis de m'organiser. En parlant à un avocat, on a eu accès à un avocat, donc j'ai pu discuter, donc de comprendre un peu, de faire la part des choses, puis de vraiment donner un sens à tout ce qui arrivait, puis à partir de là, j'ai su quoi faire. Donc vraiment, Repère m'a comme stabilisé, me faire comprendre que j'étais pas seul, puis qu'il y avait quelqu'un qui était là pour m'écouter. Déjà, c'était la première chose. Depuis 1995,
Repère aide les papas en difficulté en offrant, entre autres, de l'accompagnement psychosocial, des ateliers de développement des compétences, des groupes de soutien et des activités père-enfant. Mais le service pour lequel on fait le plus souvent appel à Repère, c'est sa clinique juridique. Sa directrice par intérim, Sabine Duclerc. Les papas ne connaissent pas leurs droits. Donc, c'est qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas voir mon enfant. Donc, on travaille avec un avocat qui donne 30 minutes d'avis juridique pro bono. Donc, on réfère. Premièrement, on écoute le papa d'abord avant de référer. On prend le temps de savoir c'est quoi exactement la situation. Et on le réfère à notre avocat qui, lui, prend le temps 30 minutes gratuit. Normalement, les avis juridiques, il faut payer pour ça. Donc là, on lui donne 30 minutes où est-ce qu'il peut poser ses questions. Donc, on fait un petit travail avec lui d'abord. Tu sais, on lui dit, prépare tes questions d'avance pour maximiser ce 30 minutes-là. Donc, les questions d'ordre juridique, c'est la priorité. Souvent, c'est DPJ. Donc, on a des références parfois de la DPJ qui envoie des papas chez nous aussi. Ça, c'est le deuxième, je dirais, là. C'est souvent conflictuel avec l'ex-conjointe, souvent, là. Donc, il y a beaucoup... le sujet, c'est la coparentalité qui est souvent difficile aussi. Donc, je dirais, dans le premier, il y a la clinique juridique, tout ce qui est juridique. Deuxième, ce serait tout ce qui est coparentalité, égal DPJ aussi. Il y a des situations que la personne n'est pas nécessairement séparée de la conjointe, mais il y a des situations de conflit avec la DPJ. Donc, on embarque à ce moment-là pour les compétences parentales. Donc, on a des ateliers, puis on a un programme spécifique aussi pour les compétences parentales. Et après, en dernier lieu, c'est des fois des papas qui appellent simplement, je ne sais pas comment faire. Je ne peux pas dire que c'est rare, mais ce n'est pas vraiment le plus courant qu'on a dans nos usagers, là. Et il y en a vraiment qui aiment juste passer du temps avec d'autres papas, qui aiment venir dans les activités, juste jaser de sujets qui les concernent aussi entre eux. Au bout du compte, Jean-Philippe, il a obtenu la garde partagée de sa fille et de son fils. Mais, étant donné la relation qu'il a avec sa fille, qui était déjà houleuse, il a décidé d'abandonner son droit de garde. Parce que moi, à la fin, j'ai pas plus eu ma fille, là. Tu comprends? Mais au moins, j'ai eu la paix d'esprit de savoir que j'ai fait tout ce que je pouvais. Tu comprends? Tout ce qui était dans mon possible pour que la situation soit correcte. Okay. Tu comprends? C'est avec cette paix d'esprit que moi, je vis aujourd'hui. Tu comprends? J'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai pas juste abandonné puis de dire, c'est la faute à ta mère. Tu comprends? Okay. J'aurais pu juste faire ça. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Tu comprends? Je me suis assuré de faire tout ce que je devais faire en tant que père pour être digne du nom de père. Okay. Tu comprends? Fait que moi, je marche la tête haute. Si ma fille, un jour, elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, tu comprends? Je vais l'asseoir là, puis je vais lui en parler. Très humblement, très simplement, sans avoir à rajouter ou sans avoir à inventer. Je vais juste lui dire les choses telles qu'elles sont, tu comprends? Fait que j'ai aucun malaise avec ce qui s'est passé, avec ce que j'ai fait dans tout le processus. Tu comprends? Fait que j'ai pas de remords à rencontrer mon enfant plus tard, puis lui dire, voilà pourquoi j'étais pas là. Il y a une des choses que Jean-Philippe nous a raconté qui m'a pas mal fait réfléchir. C'est une façon de voir le rôle du père et de la mère dans la communauté haïtienne, mais aussi dans la communauté afro-caribéenne. Jean-Philippe. Je pense que nous, les hommes, on doit parler plus. On doit rendre ça normal. Comme les femmes, la violence, comme qu'on en parle normalement puis que c'est inacceptable. De la même façon, les hommes aussi, il y a des choses qui sont inacceptables, qui nous arrivent, qu'on doit normaliser que de dire que c'est pas acceptable. Se faire enlever nos enfants pour tout simplement dire que les enfants appartiennent aux femmes, c'est pas vrai ça. Pas que le système, c'est ce qui vit, c'est les stéréotypes. On s'imagine que le système est comme ça, comme je te dis, mais c'est pas vrai. Les enfants reviennent aux mamans. Ça, j'ai entendu ça pas mal toute ma vie, puis bizarrement, même si j'y crois pas, j'ai jamais réalisé à quel point c'est ancré dans nos mentalités. Pour mieux le comprendre, on a parlé à Myriam Koupri, la fondatrice de la clinique multidisciplinaire Nunanuk Service Interculturel. Elle offre du coaching aux parents de la diversité culturelle qui vivent des difficultés. Dans son travail, elle en rencontre des parents immigrants ou bien descendants d'immigrants en conflit de garde. Souvent, le conflit vient du fait qu'un parent accepte mal la séparation. Des fois, c'est complexifié par le fait que la personne laissée
c'est pas elle qui a voulu immigrer. Mais si on rajoute une troisième couche, ok, que je vois plus dans la communauté afro-caraïbéenne, c'est qu'en fait, souvent, quand les couples se séparent, on se sépare de l'enfant aussi. Ok? Les mamans ne laissent pas beaucoup de place aux papas, et les papas ont du mal à prendre leur place. Donc, la gestion justement de cette coparentalité, même si on n'est plus un couple, c'est un apprentissage qui est très, très nouveau dans la communauté afro-caraïbéenne. Cette conception-là de la famille, des chercheurs la font remonter à l'époque de l'esclavage. C'était une sorte de réponse, de mécanisme de défense, si on veut, contre le déchirement des familles. Mais là, le contexte a changé. Encore une fois, Myriam Koupri. Il faut remonter à l'histoire, ok? Sur vraiment la constitution des sociétés afro-caraïbéennes et même afro-américaines qui se sont construites sur l'esclavage. Okay? Il faut vraiment remonter à cette période-là. Et à cette période-là, en fait, on pouvait vendre les enfants, on pouvait vendre les femmes et les hommes. Okay? Donc, et les couples n'avaient pas le droit de se marier. Même s'ils se faisaient un mariage, les maîtres ne tenaient pas compte. Donc, on pouvait séparer les couples. Il n'y avait aucune garantie. Okay? Et les femmes ont trouvé un mécanisme très intéressant pour protéger les enfants. Et là, on voit quand même si les gens étaient dans la souffrance, ils étaient résilients. Donc, ils avaient compris, comme on pouvait vendre les parents, on protège les enfants comment? Et les enfants étaient confiés aux grands-parents. Okay? Donc, c'est comme ça que s'est bâti nos sociétés sur ce qu'on appelle un modèle matrifocal. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus. Et on n'est pas une société matrilinéaire, mais matrifocale. Tout est autour des femmes. Et même si les hommes sont présents, c'est comme s'ils étaient absents. Donc, relégués un peu au rang de procréateurs. C'est ça, ils sont là pour donner des enfants. Accessoirement, ils peuvent travailler et puis soutenir financièrement, mais une place véritable, ce n'était pas possible dans le contexte de l'époque. Okay. On remet ça dans le contexte. Ouais. Okay? Ce n'était pas possible. On ne peut pas s'investir émotionnellement dans une relation qui n'est même pas autorisée et que du jour au lendemain, quelqu'un va faire éclater cette famille. Ce n'est pas possible. Donc, les gens ont trouvé des mécanismes. Et autour de cela, donc les femmes se sont constituées un réseau pour protéger les enfants avec les grands-mères. Et on voit encore aujourd'hui, en 2024, moi je pose toujours la question aux gens qui viennent me voir. Qui vous a élevé? Ah, c'est ma grand-mère. On a reproduit le modèle, mais on n'a plus les mêmes enjeux. On n'a plus, mais on a continué. Alors du coup, les femmes sont les gardiennes même de cette transmission, des enfants. Et donc, quand les couples se séparent, c'est pas grave, le gars, il part. Et puis, les femmes vont être fortes et puis elles vont continuer à élever les enfants. Donc, on n'a pas appris à gérer les séparations d'une manière adéquate pour les enfants. Parce qu'une séparation qu'on gère bien, donc cette coparentalité, et même si on ne se sépare pas, gérer bien la relation de parents, ça s'apprend. Ce n'est pas seulement le papa est là seulement pour la discipline. Non, on est ensemble, on a une vision commune pour éduquer les enfants. Et ça, il nous manque un peu d'apprentissage à ce niveau-là. C'est des traumatismes qui sont très vieux et qui continuent je dirais, à transparaître dans notre façon d'être en relation dans les couples. Disons que je me fais l'avocat du diable. Qu'est-ce que ça fait si deux parents se séparent puis que l'enfant, il n'y a plus de contact avec son père puis il soit principalement éduqué par sa mère? Tu sais, au pire, il y a grand-mère ou bien il y a les tatis pour aider. Qu'est-ce que ça fait? La grand-mère est là, la tante est là. Ça parle d'un réseau. Dans nos pays, ça va. Le réseau est là, tout le monde fait ça. Il y a une cohérence. L'enfant qui va aller à l'école, ses amis aussi sont élevés par les grands-mères, les tantes. Il y a la cohérence. Ici, il n'y en a pas.
Ses amis vont lui dire, mais t'as pas de père, toi? Ton papa est où? Et ou bien quand il va aller chez son ami, il va voir que ah, son père est là, son père vient l'aider ou le regarder au soccer. Ah. Ça me fait penser à ce que des papas nous disaient dans nos 2 derniers épisodes. Vous vous rappelez de Kenny? Mon père est jamais venu à aucune game, aucune pratique, aucune école, rien, rien. Mais est-ce que je le voyais dans d'autres jeunes? Je pourrais dire que oui. Puis je trouvais ça nice. La coparentalité, c'est avoir la même direction au niveau éducatif, une cohérence. C'est-à-dire qu'on s'entend sur les bases, on s'entend sur les règles, on s'entend sur le fonctionnement des deux parents, ok, pour éduquer les enfants. Alors, qu'on soit ensemble ou non. Donc, c'est ça la coparentalité. Donc, il n'y a pas de divergence. Le maître mot, c'est la cohérence dans les pratiques éducatives. Et il faut que ça soit positif dans l'intérêt et le bien-être de l'enfant. Dans le fond, le mot d'ordre, c'est cohérence. Cohérence avec son époque, cohérence avec la société, cohérence aussi avec l'autre parent. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a des attitudes d'un autre temps qui ne concordent pas toujours avec la société d'aujourd'hui. Dans nos communautés, les femmes se font dire qu'elles doivent être fortes à tout prix, qu'elles doivent être des piliers, des poteaux-mitans, comme on dit. Mais aujourd'hui, avec nos vies hyper remplies, ça peut mener tout droit au désastre. Mais la femme potomitan, c'est ça? Et c'est dévastateur. Moi, je n'ai pas d'autre terme pour ça, là. C'est dévastateur. Dans une société comme celle d'ici, nord-américaine, où on est déjà sous pression, où on a beaucoup d'exigences dans tous les sens du terme, dans toutes les sphères de la vie, jouer à la femme potomitan, c'est aller droit au burn-out. Et je vais donner un exemple, et c'est pour ça que je me suis intéressée au burn-out parental. Quand j'étais à la DPJ, j'ai rencontré une jeune haïtienne, deuxième génération. Bon, elle était arrivée ici très, très petite, et elle étudiait, elle travaillait, elle élevait ses enfants. Elle avait 2 enfants. Elle faisait tout toute seule. Puis à un moment donné, elle a senti qu'elle était fatiguée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait venir sa sœur pour l'aider à la maison. Okay? Comme elle avait vu sa mère faire. Elle a reproduit la même chose. Sauf que sa sœur n'avait pas le temps de s'occuper de ses nièces et de ses neveux. Elle avait sa vie. Et le message qu'on lui lançait, c'est qu'elle pouvait tout faire. Mais elle était épuisée. Et un jour, elle s'est effondrée. Moi, j'appelle ça effondrée. La DPG est arrivée. Et en la questionnant, je me suis rendu compte, en fait, qu'elle voulait une garde partagée avec les papas. Parce qu'il y avait 2 papas. Elle voulait une garde partagée. Mais sa mère lui disait non. Tu es une femme forte. Tu es capable d'élever tes enfants. Et parce qu'elle n'a pas été en mesure de s'affirmer, de respecter ses limites, elle est arrivée jusque-là. Wow. Pourtant, c'est une femme très, très bien structurée. Mais elle s'est retrouvée dans des problèmes de DPJ parce qu'elle a fait un épuisement dans son rôle de parent. Une jeune femme qui travaille, qui étudie, qui élève 2 enfants. Elle voulait juste ça, une garde partagée. Et elle me l'a dit. Elle m'a dit c'est tout ce qu'elle voulait. Mais son milieu familial lui renvoyait, non, tu es une femme forte, tu n'as pas besoin de gars, tu peux élever tes enfants toute seule. Si tu n'arrives pas, c'est parce que tu n'es pas bonne. Absolument, et sa mère était très dure avec elle, très très dure. Donc ça ne marche pas les femmes potomitans ici. Ici, tu as tout sur les épaules, ça ne fonctionne pas. Et il n'y a personne pour protéger les enfants. Là-bas, tu as quelqu'un qui va regarder, ton voisin va te dire « Oh, fait ton enfant là, je l'ai vu là. » Ou même ton enfant va voir que le voisin l'a vu, il va se tenir bien. Ici, c'est quand la police va arriver devant chez toi que tu vas savoir qu'est-ce que ton enfant fait. Parce que même ton voisin, il sait, mais il ne va rien te dire. Donc, non, ça ne marche pas. Et ça, on doit l'apprendre. Parce qu'on a été élevés comme femmes potomitan. Et on doit pouvoir avoir beaucoup de compassion envers nous-mêmes, nous les femmes. On doit apprendre. On doit apprendre à ne pas toujours être sous la go. Je dis ça, mais je suis comme ça encore. Hein. Ça va beaucoup mieux. Mais, mais non, c'est vraiment c'est un travail pour laisser la place aux hommes. C'est un travail. Donc, c'est pas évident. C'est aussi notre responsabilité en tant que femme.
Une autre affaire qui nous a marqué dans ce que Jean-Philippe et Madame Coupry nous ont dit, c'est la perception que le système a du père noir. On va pas se le cacher, l'homme noir est déjà perçu d'une certaine façon par le système et c'est pas toujours de manière positive. Je vous laisse entendre les expériences de Jean-Philippe et de Madame Coupry. Vous arrivez à la cour, dans les deux cas, on m'a mis coupable avant d'être innocent. Dans le cas de ta fille, dans le cas de ton Ouais, fils. les deux cas. À chaque fois que je suis arrivé devant le juge, ils m'ont regardé. Je sais pas si c'est parce que j'étais noir, un jeune noir dans la début de trentaine. Mais c'est comme ça qu'on m'a regardé. Jusqu'à ce que moi, j'arrive toujours préparé. Mes documents. Quand j'ai commencé à argumenter, les choses ont complètement changé. Tout de suite, monsieur, j'ai toujours eu raison. À la cour, j'ai toujours eu raison. On m'a toujours donné raison. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention. Le système, il est équitable, mais il faut que tu prouves. Il faut que tu te prouves à la cour. Mais si tu arrives là, déjà en victime, puis que tu n'as pas fait tes choses comme il faut, tu t'es pas préparé, on va te regarder, le jeune noir, tu es un délinquant, tu as des dreads. Tout de suite, monsieur, je te jure, je suis arrivé à la cour, la juge me regarde. Une fois que les avocats ont fait le premier plaidoyer, leur introduction, la juge m'a regardé et m'a dit, monsieur, vous savez, vous allez payer. Comme ça. Moi, j'étais comme, je vais payer. OK. Oh oui. Elle m'a dit ça comme ça, parce que c'est comme si, parce que la mère demandait la garde complète. Puis, je pense que le message, c'est de dire, monsieur, vous allez quand même payer une pension alimentaire. Écoute, on sait, là, une pension alimentaire, regarde, peu importe ce qui arrive, payer une pension alimentaire, en tant que c'est équitable, il n'y a pas de problème. Mais en arrivant à la cour, sans avoir entendu aucun argument de personne, la juge vous regarde, monsieur, vous allez payer. En voulant dire, moi, je comprenais pas. Tu vois, je suis comme, j'ai un travail, oui, je travaille, puis j'ai pas de problème financier. Je suis juste là parce que je veux avoir la garde de mon enfant, tout simplement, équitablement. Mais ça, ce sont des choses, encore une fois, si t'es pas préparé, si t'es pas mentalement prêt, mais tu vas abandonner. Le système a une perception de l'homme noir. Okay. Un homme noir qui s'implique est suspect. Okay. Il est contrôlant. Ah, ok. Okay? Et là, je vais parler d'une expérience personnelle. J'ai un garçon, je suis noire, il est noir. Et quand il a eu son premier enfant, il est avec sa copine qui est blanche. Et puis, moi, je leur ai dit, allez dans l'organisme la Maison Bleue. Je leur ai dit, allez à la Maison Bleue parce que c'est l'endroit pour les jeunes parents. Et moi, j'ai vendu le truc. Hein. Moi, j'y croyais, là. Mm-hmm. Okay? Les deux enfants sont nés ici au Québec. Et moi, je leur dis, vous allez avoir les cours prénataux, le suivi avec le gynéco, tout. C'est là qu'il faut aller. Vraiment. Et puis, ils m'ont écouté. Je travaille à la DPJ quand même. Je sais qu'est-ce que je raconte. Ils m'ont écouté. Ils sont allés, et mon fils allait aux visites et tout. Et à un moment donné, ils ont voulu parler seul avec sa copine. Parce qu'ils pensaient qu'il était violent, parce qu'il était toujours là. Ils n'étaient pas habitués à voir un papa noir impliqué. Après, avant d'aller accoucher, ils ont reçu un document pour amener à l'hôpital. Mais moi, je regarde le document, je consulte, et là, je me rends compte qu'il n'y a que des préjugés. La dame, elle est toujours venue seule, ils n'ont jamais vu le conjoint. Il était venu, hein? Mais dans le document, c'est ce qui était marqué. OK? Donc, même si un père noir veut s'impliquer, le système le perçoit comme un danger. Donc, il a plus d'efforts à faire qu'un père québécois blanc. Donc, c'est réel. C'est pour cela qu'ils trouvent ça difficile, les hommes. Donc, on n'est pas dans une société égalitaire pour tous. Parce que les hommes noirs, on les décrit comme des hommes violents, non impliqués auprès de leurs enfants et batteurs de femmes.
J'ai mon partenaire, un de mes partenaires, professionnel, doctorat en psychoéducation, il est noir. Il a eu son premier enfant et lui-même, il a été victime de cela. Lui-même. L'infirmière qui vient à la maison, qui lui dit « Attention, monsieur, vous pouvez écraser votre enfant parce que vous êtes un homme. Les hommes peuvent... » Parce qu'il faisait du cododo, je ne sais pas trop là. Mais, et elle ne lui parlait pas quasiment. Elle ne lui parlait que pour dire des choses négatives. C'est un danger pour l'enfant, pas la mère. Donc, quelle est la place de l'homme noir? Déjà, il doit prendre sa place dans sa propre communauté, mais en plus, il doit prendre sa place dans la société. En parlant avec Jean-Philippe, Myriam et Sabine, je trouve que ça met pas mal de choses en perspective. Tu sais, on les connaît, les stéréotypes du deadbeat daddy, du gars qui abandonne ses enfants ou qui se dédouane de ses responsabilités de père parce que c'est un lâche, un trou de you know what, pis ci, pis ça. Mais des fois, vous avez pas l'impression que c'est, je sais pas moi, juste un petit peu trop simpliste comme explication, que ça manque de nuances. C'est facile de juste généraliser, mais quand on s'intéresse au cas particulier, quand on se met dans la peau de l'autre, on découvre que tout n'est pas noir et blanc. Je n'avais jamais vécu, il n'y a pas du monde alentour de moi qui pourrait me dire « Ouais, moi j'ai vécu l'aliénation parentale. » Souvent, ce qu'on entendait, c'est que le père n'est plus dans le décor. Le père n'est plus là. Tu comprends? Il ne s'occupe pas de son enfant. C'est là que j'ai commencé à comprendre, wow! Fait que pendant toutes ces années, on me disait que les gars ne s'occupent pas de leur enfant, ils ne sont pas là. Mais là, j'ai commencé à comprendre, mais c'est normal. Comment peux-tu passer à travers tout ça puis avoir les finances pour t'occuper de ton enfant? Tu comprends? Si tu veux juste payer les pensions alimentaires, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles puis que tu te fasses petit parce que toi aussi, tu dois survivre dans tout ça. Tu dois te loger, te nourrir, avoir une voiture, avoir une vie quand même. Tu comprends? Fait que de là à dire que tu dois te battre pour continuer à avoir ton enfant, moi, c'était primordial. Il fallait que je le fasse. Tu comprends? Mais je comprends beaucoup de monde qui abandonne parce que c'est un processus très, très, très difficile. Émotivement, financièrement, puis pour ta santé mentale aussi. Vous venez d'écouter un épisode d'Audience écrit et réalisé par Christina Dabel et Ralph Bonessanon. Suivez-nous sur les réseaux, sur Instagram, Facebook et aussi allez voir notre site web audience.com.